Bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par le site école.io. Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder le suivi des créances clients. Alors comme d'habitude, commençons par une explication un peu générale de ce que nous allons faire. D'abord, pourquoi faut-il un suivi des créances? Alors bien sûr, au-delà des aspects qui sont purement commerciaux, le suivi des créances s'inscrit dans le respect de plusieurs principes comptables. Vous le savez peut-être, j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans d'autres vidéos, la comptabilité est encadrée par un certain nombre de principes qui se sont dégagés au fil du temps, et même s'ils ne sont pas écrits, eh bien, ils sont reconnus, valables par la profession comptable. Alors en particulier ici, nous allons aborder la question du principe de prudence. Ce principe de prudence implique de tenir compte d'éventuelles décotes qui pourraient s'appliquer aux créances. Une décote, c'est-à-dire justement, nous allons utiliser le mot de dépréciation. En gros, cela veut dire que nous attendons une certaine somme monétaire de la part d'un client, mais pour une raison ou une autre, ce client va être dans l'incapacité, temporaire ou définitive, de payer tout ou partie de sa créance. J'ai évoqué le mot de dépréciation. Là encore, je pense qu'il est nécessaire de faire un petit rappel. Déprécier une créance, c'est enregistrer une charge correspondant au manque à gagner hors taxe estimé. Il y a deux choses importantes. La première, c'est que cette dépréciation se calcule toujours sur le montant hors taxe d'une créance et non pas sur son montant TTC. C'est un premier point de vigilance. Et le deuxième, c'est que cela ne peut reposer que sur une estimation. Parce qu'évidemment, tant que le client est dans une sorte d'incertitude, eh bien nous aussi. Et donc ça veut dire que lors de l'inventaire comptable, eh bien l'expert comptable, en accord avec l'entreprise, va devoir justifier un certain pourcentage de dépréciation. Cette estimation peut s'appuyer sur toute information pertinente permettant à l'entreprise de justifier le montant de sa dépréciation. Cette dépréciation pourra éventuellement être reprise à l'issue de la relation commerciale ou au gré des réévaluations éventuelles, c'est quelque chose que j'évoquerai plus tard. Alors que se passe-t-il lors de la première alerte? Ce que l'on appelle première alerte, eh bien ça correspond tout simplement au signal initial selon lequel la créance risque de ne pas être honorée totalement ou partiellement. Un point de vigilance, la créance TTC doit intégralement être passée en créance douteuse, je vous montrerai comment, même si le doute ne porte que sur une seule partie de la créance. Là encore, vous voyez, c'est une forme d'application du principe de prudence qui a plusieurs utilités. C'est que concrètement, même si, je le répète, seule une partie de la créance est risquée, c'est bien la totalité de la créance que l'on va devoir enregistrer dans le compte client douteux ou litigieux. Ce compte, c'est le compte 416, donc ça veut dire qu'il y aura une première écriture à enregistrer qui permettra de transférer comptablement le montant TTC de la créance depuis le compte 411 clients vers le compte 416 clients douteux et litigieux. Dans un deuxième temps, nous allons devoir enregistrer la dépréciation en elle-même. Comprenez bien encore une fois la différence, c'est que lors de la première alerte, en tout cas lors de la clôture qui suit la première alerte, il y aura deux écritures à enregistrer, le transfert en compte 416 et la dépréciation. Alors que nous le verrons, dans les écritures d'inventaires ultérieures, nous n'enregistrerons que l'évolution de cette créance, donc une dépréciation supplémentaire ou une reprise, mais on n'a pas à réenregistrer ce transfert du 411 au 416. On le fait une fois pour toutes. Donc en plus du passage en client douteux, le montant hors taxe de la créance devra être déprécié par l'utilisation du compte 681 que l'on enregistrera au débit. Au crédit, en contrepartie, on enregistrera le compte de l'actif, donc ici, encore une fois, cette créance, en intercalant un 9 en deuxième position. C'est-à-dire que puisqu'il s'agit ici d'un compte 416, eh bien le compte que l'on va enregistrer sera le compte 491. Ce compte, je le répète, sera la contrepartie du compte 681 enregistré au débit. Alors concrètement, que faut-il faire? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque clôture, il va falloir comparer
le montant de la dépréciation déjà enregistrée lors de l'inventaire précédent, s'il y en a eu une évidemment, et que l'on va comparer donc au nouveau niveau de dépréciation. Trois possibilités. Soit le risque global n'a pas varié, donc il n'y a tout simplement pas d'écriture d'inventaire à enregistrer. Deuxième possibilité, le risque a augmenté. Dans ce cas, il faudra enregistrer une dépréciation supplémentaire. Enfin, troisième cas, le risque a diminué. Il faudra donc enregistrer une reprise. Je vous propose tout de suite de voir un exemple pour bien comprendre comment nous allons procéder. Alors regardons tout de suite un premier exemple pour comprendre ce mécanisme de suivi des créances. Supposons qu'un client doive 12 000 euros TTC à son fournisseur. Au mois de novembre, le fournisseur est mis au courant de difficultés rencontrées par le client. On va supposer ici que l'expert comptable ou toute autre personne habilitée considère que le risque porte sur 20% de la créance. Une première étape d'abord. À la clôture, on va enregistrer la créance entière en créance douteuse, comme je vous l'ai expliqué. Donc concrètement, cela veut dire qu'on enregistrera les 12 000 euros de créance TTC que l'on transférera du compte 411 clients aux 416 clients douteux. Ensuite, une deuxième étape. On va enregistrer la dépréciation de la créance. Remarquez ici le montant, 20% de 10 000 euros et non pas 20% de 12 000 parce que je vous rappelle que la dépréciation s'enregistre toujours sur le hors-taxe. Étudions à présent trois cas. Premier cas, le client ne paie pas en N+1 et le risque monte à 50% de la créance lors de l'exercice ultérieur. Deuxième cas, le client ne paie pas, mais le risque est réduit à 5% de la créance. Enfin, nous verrons un troisième cas, celui où le client paye 85% de la créance, donc vous voyez pas la totalité, et le reste continue d'être risqué. Risqué, ça veut dire qu'il y a encore une possibilité que le client paie, mais on considère que ça reste risqué. Alors regardons le cas numéro 1. Cas numéro 1, le client ne paye donc pas en N+1, je vous le rappelle, et le risque monte à 50% de la créance d'ici la clôture N+1. Il faut alors enregistrer une dépréciation supplémentaire de 30% du montant initial. Donc vous le verrez lorsque nous ferons un cas pratique avec évidemment l'enregistrement des écritures, mais donc comprenez cette idée-là d'abord, c'est que concrètement, nous n'allons pas enregistrer une dépréciation de 50% lors de la clôture N+1, mais uniquement de 30%. Dans le cas numéro 2, le client ne paie pas, mais le risque est réduit à 5% de la créance. Il va donc falloir enregistrer une reprise de 15% du hors-taxe initial. Concrètement, vous voyez comment on fait évoluer cette dépréciation. Nous avions déprécié 20% du hors-taxe de la créance. Finalement, le risque se réduit à seulement 5%. Donc, il s'agit d'enregistrer une reprise pour la part de la dépréciation qui finalement n'est plus risquée. Donc, sur les 20%, comme le risque n'est plus que de 5%, eh bien, je vais enregistrer une reprise de 15% de la créance hors taxe. Alors que se passe-t-il dans le cas numéro 3 ? Dans le cas numéro 3, le client paie 85% de la créance et le reste continue d'être considéré risqué. Voyez bien la différence avec le cas précédent, c'est que dans le cas précédent, je considérais que le client n'avait pas payé mais que malgré tout, pour une raison ou une autre, le risque était en partie écarté, alors que dans le cas numéro 3, qui est en fait plus positif, c'est que le client a effectivement réglé 85% de la créance. Alors ce qu'il est bien important de comprendre, c'est qu'il faut considérer, c'est une question de bon sens, que le client commence par payer la partie non risquée, c'est-à-dire 80% de la créance, et seulement la partie risquée. Donc, cela signifie que sur les 20% qui étaient au départ considérés risqués, eh bien il en reste encore 15, les 15% restants. En revanche, le client a payé 5% sur les 20%. Alors pour être sûr que vous avez bien compris, réexpliquons-le différemment. Le client a réglé 85% de la créance, d'abord les 80% que l'on avait considérés non risqués et 5% supplémentaires sur les 20% qui étaient considérés comme risqués. Et on voit bien qu'il reste encore 15% de risque dont on verra bien s'il devient définitif ou pas. Alors à présent, je vous propose de regarder ce qu'il se passe à l'issue de la relation.
Alors qu'appelle-t-on issue de la relation? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette relation commerciale, un peu compliquée, mouvementée, va se traduire par deux possibilités. Soit le client, en définitive, aura tout payé, soit au contraire, une partie, voire dans le pire des cas la totalité, sera passée, on dit parfois en pertes et profits, concrètement on dira ici passer en perte sur créance irrécouvrable. Dit autrement, tout ou partie de la créance sera définitivement perdue. Ce que je voudrais vous expliquer ici, c'est le mécanisme des écritures que nous allons devoir enregistrer lors de la dernière clôture, c'est-à-dire la clôture qui suit juste la fin de cette relation commerciale positivement ou négativement. Prenons le premier cas. Finalement, le client finit par payer la totalité. Eh bien, à la clôture suivant le dernier paiement, il faudra penser à reprendre toute dépréciation résiduelle. Ça veut dire que si, lors de l'inventaire précédent, on avait déprécié 10, 20, 30, 50% de la créance, eh bien le fait que le client ait définitivement payé signifie que le risque a totalement disparu. Donc, à l'issue de la dernière clôture, il faudra penser à complètement solder la dépréciation qui portait sur cette créance. Dans le cas numéro 2, supposons que le client, finalement, ne paiera jamais tout ou partie de la créance, dont on suppose encore une fois qu'elle avait été en partie dépréciée lors de l'inventaire précédent. Eh bien, d'abord, il faudra enregistrer le montant hors taxe définitivement perdu dans le compte 654, perte sur créance irrécouvrable. Il y aura une deuxième écriture à passer, et c'est celle qui est souvent oubliée d'ailleurs. Également, lors de cette même clôture, il faudra penser à reprendre, là encore, toute dépréciation passée. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'une dépréciation doit être reprise dans deux cas de figure. Soit parce que le risque est complètement écarté, donc la dépréciation n'a plus lieu d'être, soit au contraire que le risque devient définitif. Donc ça n'est plus un risque, c'est une perte. Or, une dépréciation ne marque qu'une perte de valeur temporaire. Dès l'instant où elle devient définitive, la dépréciation doit être reprise. Donc le point commun, c'est que le compte 416, quoi qu'il en soit, devra être entièrement soldé parce que dans tous les cas, la créance client disparaît. Et de la même manière, il faudra penser à avoir soldé le compte 491 parce que, je répète, toute dépréciation aura dû être intégralement reprise à l'issue de la relation commerciale. Ce que je vous propose à présent, c'est de regarder le tableau de suivi des créances tel qu'il apparaît dans les annexes. Regardez à quoi ressemble le tableau de suivi des créances tel qu'il apparaît donc dans les annexes des états financiers. Alors c'est un tableau qui permet, comme son nom l'indique, de présenter au lecteur, quel qu'il soit, le détail des créances, et en particulier des créances douteuses, et l'évolution de leur situation. Donc regardez comment globalement on présente ce tableau. Alors il peut prendre des formes légèrement différentes, mais la structure globalement est toujours à peu près la même. Vous avez d'abord la liste des clients avec leur nom, le montant hors taxe global, donc c'est-à-dire le montant initial, le pourcentage de perte probable au moment où l'on effectue la clôture comptable dont il est question. On rappelle également, s'il y en avait une, la dépréciation qui était nécessaire au 31-12 de l'année N-1. Donc comprenez que si c'est une créance nouvelle, évidemment, il n'y a pas de dépréciation sur l'inventaire précédent. On enregistre également ou on inscrit la dépréciation nécessaire au 31-12N. Et donc dans les dernières colonnes, on va tout simplement faire ce que l'on appelle les ajustements, c'est-à-dire que l'on va comparer la dépréciation éventuelle qui était enregistrée en N-1, que l'on va donc comparer à la dépréciation, au montant global de dépréciation à enregistrer au 31-12N. Et donc là, il y a deux cas de figure. Soit la dépréciation est plus importante qu'en N-1, comme vous le voyez pour la première créance, et donc il faudra ajuster avec une dotation supplémentaire. Soit au contraire, comme c'est le cas ici, il faudra pour une raison ou une autre réduire cette dépréciation et donc en effectuant une reprise. Remarquez d'ailleurs, j'ai fait exprès de montrer la différence de cas de figure entre le client 2 et 3 parce que dans le cadre du client 2, c'est simplement qu'on suppose ici que la perte s'est réduite parce que peut-être que la situation du client s'est améliorée. Donc on fera une reprise, vous voyez, puisqu'on passe d'une dépréciation de 6 000 à 2 000 euros. Alors que dans le cas du client numéro 3, au contraire, en fait, parce que potentiellement, la perte devient définitive. Donc il faudra enregistrer une reprise globale
pour le montant de la dépréciation. C'est pour ça que vous avez une dernière colonne, c'est créances irrécouvrables ou clients irrécouvrables. Et on voit en fait ici, il y a 8 000 euros définitivement perdus, sous-entendu que le reste potentiellement a été payé. Dans tous les cas, il faudra intégralement enregistrer la reprise. Alors commençons tout de suite par un exemple que nous allons traiter sous divers cas. D'abord, l'entreprise a vendu pour 10 000 euros hors taxe de marchandises à un client courant novembre N. La date n'a pas d'importance ici, puisque je vais me concentrer sur les écritures d'inventaire et non pas l'écriture courante, mais si par exemple la vente avait lieu le 15 novembre de l'année N, eh bien au 15 novembre de l'année N, j'enregistrerai une écriture de vente classique. En décembre, elle apprend que son client va rencontrer des difficultés de paiement, et donc il est décidé de déprécier cette créance à hauteur de 30%. Là encore, vous pouvez remarquer que je n'ai pas précisé la date parce que en réalité, ça n'a pas en soi d'importance dans la mesure où je vais attendre, quoi qu'il en soit, l'arrivée de la clôture comptable, évidemment par hypothèse ici le 31 décembre, pour enregistrer les deux écritures que je vais vous montrer tout de suite. Je dois donc enregistrer deux écritures. La première écriture va consister à enregistrer la première alerte. Je vous rappelle que dans ce cas, il s'agit de transférer la totalité de la créance TTC, qui était dans le compte 411 clients, dans le compte 416 clients douteux litigieux. Je vais donc mettre le compte 411 au crédit, puisque le but c'est de montrer que j'annule finalement cette créance, en tout cas sous cette nature-là, pour le montant de 12 000 euros TTC, que je vais transférer dans le compte 416 clients douteux et litigieux que je mets cette fois-ci au débit. J'enregistre donc ensuite la dépréciation de la créance client. Pour cela, je vais choisir le compte 681, dotation aux amortissements et dépréciation d'exploitation, pour 3 000 euros, puisque je vous rappelle que je dois déprécier 30% de la créance hors taxe, soit 10 000 euros, en supposant évidemment le taux de TVA à 20%. Ici, je vais mettre le compte 491. Si vous avez suivi la logique, il s'agit en fait du compte 416, mais pour lequel j'ai intercalé un 9 en deuxième position, ce qui me donne le 491, dépréciation des comptes clients, là aussi pour 3 000 euros. Alors quelques temps passent et supposons à présent qu'en N+1, donc l'année suivante, rien ne se passe, c'est-à-dire que le client ne paye rien pour l'instant, et on suppose qu'à la clôture de l'année N+1, donc au 31 décembre N+1, je vais décider de déprécier cette créance, cette fois-ci à hauteur de 50%. Donc regardons dans ces cas-là quelle écriture je dois enregistrer au 31 décembre N+1. À la clôture N+1, je sais que je dois déprécier la créance pour un montant total de 50% du hors-taxe. Cependant, lors de la clôture précédente, j'avais déjà déprécié cette créance client à hauteur de 30%. Ce que je dois donc enregistrer lors de la nouvelle clôture, ce sont les 20% supplémentaires. Donc je vais mettre le compte 681 et le compte 491 comme à la clôture précédente, mais cette fois-ci pour le montant de 2 000 euros, c'est-à-dire les 20% supplémentaires sur les 10 000 euros. Pour la suite, séparons deux cas différents. Un premier cas dans lequel en N+2, cette fois-ci, le client va payer quelque part dans l'année l'équivalent de 80% de la créance. Alors comme encore une fois ici, il s'agit uniquement de traiter les écritures d'inventaire et non pas l'écriture courante, je n'ai pas ici précisé la date, mais rappelez-vous que simplement l'écriture de paiement serait une écriture très simple dans laquelle il y aurait le compte 512 banque pour le montant reçu et qui aurait pour contrepartie le compte 416 clients douteux. Mais donc ici encore une fois, je vais me concentrer sur l'écriture d'inventaire. Donc en N+2, on résume, le client paie l'équivalent de 80% de la créance TTC. Et enfin, courant N+3, le reste est considéré comme définitivement perdu. Je vais vous montrer quelles sont les écritures d'inventaire à passer fin N+2 et fin N+3. Commençons par l'écriture à la clôture N+2. On m'a donc indiqué que le client a payé 80%. Je vous rappelle que la logique qui est sous-entendue, c'est que le client commence d'abord par payer la partie qui était considérée comme sûre, et seulement ensuite
la partie qui était considérée comme incertaine. Or, je vous rappelle qu'à ce stade, nous avions déprécié la créance à hauteur de 50%. Or, le client nous en a payé 80%. On considère qu'il a donc d'abord payé les 50% sûrs, puis sur les 50% qui avaient été dépréciés, il en a en fait payé 30%. Ce qui veut donc dire qu'à la clôture N+2, je vais devoir reprendre l'équivalent de 30% de la créance hors taxe. Cette reprise s'effectue de la manière suivante. Je vais enregistrer le compte 491 dépréciation des comptes clients, mais cette fois-ci au débit, pour bien montrer que j'annule ma dépréciation. Et au crédit, je vais enregistrer un produit, ici une reprise sur amortissement, dépréciation, etc. d'exploitation, dont vous voyez que c'est le symétrique du compte 681. Et pour un montant de 3 000 euros, là encore, je vous rappelle, il s'agit de reprendre 30% de la créance. Lors de l'année N+3, j'ai donc appris que mon client, définitivement, ne me payera pas les 20% de la créance qui manquait. Je vais donc devoir, lors de la clôture de l'exercice N+3, enregistrer deux écritures distinctes. La première que je vous montre ici consistera à reprendre la dépréciation qui portait encore sur cette créance, à savoir les 20%. Donc je vais mettre le 491 au débit et le 781 au crédit pour le montant de 2 000 euros, c'est-à-dire la dépréciation qui portait encore sur cette créance lors de l'exercice précédent. La deuxième écriture consiste en l'enregistrement de la perte définitive des 2 000 euros. Pour ça, je vais passer cette perte dans le compte 654, perte sur créances irrécouvrables pour les 2 000 euros hors taxe. Par ailleurs, je vais enregistrer la TVA, mais attention, contrairement à une idée reçue, il s'agit bien d'enregistrer la TVA collectée. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il ne s'agit pas d'une TVA déductible ? Parce que je vous rappelle qu'une TVA déductible, légalement, porte sur un achat. Ça n'est pas lié à une charge, mais bien à un achat. Or ici, le compte 654 n'est pas un achat, c'est plutôt l'enregistrement d'une perte. Donc ça veut dire que le 44 571 que j'enregistre ici au débit ne correspond pas à une TVA déductible sur un achat, mais bien à une réduction de la TVA collectée que j'avais enregistrée intégralement le jour de la vente, mais comme une partie de cette vente ne sera jamais payée, eh bien je viens enregistrer le fait que je ne payerai pas, ou plutôt que je ne recevrai pas toute la TVA. Enfin, en contrepartie, je viens solder définitivement le compte 416 client douteux. Si vous refaites bien le jeu de toutes les écritures que nous avons passées depuis l'écriture de vente, eh bien vous verrez que à ce stade, puisque la créance n'a plus lieu d'être, puisque le client ne payera jamais, eh bien le compte 416 est définitivement soldé. Terminons ce cas pratique par une deuxième hypothèse pour l'issue de la relation commerciale. Supposons cette fois qu'en N+2, le client paie l'équivalent de 40% de la créance. Le reste, pour l'instant, est considéré comme à déprécier, donc la dépréciation va être portée à hauteur de 60% de la créance. Enfin, en N+3, je considère que le reste est définitivement perdu, par exemple parce que j'aurais reçu une lettre d'huissier ou quelque chose qui m'informe que le client, de toute façon, ne pourra jamais payer. Là encore, regardons quelles sont les écritures d'inventaire que je vais enregistrer fin N+2 et fin N+3. Dans ce cas numéro 2, on m'a donc appris que le client a payé pour l'instant 40%. Je ne sais pas encore ce qui se passera pour la suite, mais on me demande d'enregistrer une dépréciation totale de 60%. Puisque j'avais déjà déprécié 30% de la créance, eh bien je viens simplement enregistrer les 30% supplémentaires, toujours en mettant le 681 au débit et le 491 au crédit, pour donc 3 000 euros, à savoir les 30% supplémentaires. Enfin, me voici arrivé à la clôture de l'exercice N+3, exercice durant lequel j'ai appris que mon client finalement ne me payerait jamais les 60% restants. Je vais donc devoir enregistrer deux écritures. D'une part, l'enregistrement de la perte définitive et d'autre part, la reprise des 60% que j'avais dépréciés.
Peu importe l'ordre dans lequel je fais, je peux commencer ici par l'une ou l'autre. Alors disons que je commence par reprendre la totalité de la dépréciation qui portait sur cette créance. Je vais donc mettre le 491 au débit, le 781 au crédit, pour le montant des 6 000 € hors taxe que j'avais déprécié. Enfin, il me reste à enregistrer la perte définitive, donc là encore je vous la remontre. Je vais utiliser le compte 654 perte sur créance irrécouvrable pour les 6 000 € hors taxe définitivement perdus. Je n'oublie pas également d'annuler une partie de la TVA collectée, donc pour ici 1 200 €. Et enfin, de solder complètement le compte 416 en le mettant au crédit pour la totalité de 7 200 €. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui traitait du suivi des créances clients. N'hésitez pas à venir vous enregistrer sur le site www.e-call.io. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.